merci d'être là pour la deuxième tablée. Donc, on a décomposé ce truc-là d'abord avec la question de l'endurance sur un premier temps. Donc, la nécessaire lutte intime du fait d'entrer en résistance. Et maintenant, on se dit quand même que derrière toute cette souffrance, on récupère quand même quelques victoires parfois, et à l'échelle locale, et aussi dire quelle est donc à travers nos mobilisations, nos manifestations, toutes les actions inimaginables qu'on arrive à produire dans le Calaisis, voilà, dire leur intérêt derrière en fait une apparence, on va dire succession de défaites, voir quand même ce qu'on arrive à en retirer. En termes de victoire, et même que ce soit une victoire effective et politique ou en victoire sociale, qu'est-ce que ça permet de créer à travers nos différentes communautés. Donc pour cette table, donc on a invité 4 personnes. Donc on a Thaïs qui fait partie du collectif Marche des Fiertés. Voilà. Voilà, qui va nous expliquer un peu, au-delà de qu'est-ce qu'une marche de fierté, c'est surtout qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour ceux qui l'organisent. À sa droite, nous avons Monsieur Thierry Quétu, secrétaire régional du FSU. Voilà. Voilà, qui va nous expliquer que derrière l'apparente défaite subie par les réformes successives dans l'éducation nationale, il y a quand même quelques victoires arrachées par le syndicalisme à force. Et donc, sur mon côté gauche, voilà, évidemment, Luca Panza, CGT, c'est là, donc pour dire syndicat étudiants, lycéens et lycéennes et apprentis, étudiants et étudiantes, donc qui est plutôt du côté de Boulogne. C'est vrai que j'ai un micro. Non, c'est Calais, Dunkerque, tout le Pas-de-Calais aussi. Donc voilà, voilà. c'est vraiment qui prend tout le littoral. Et voilà, qui va nous expliquer un peu la condition, qu'est-ce que c'est qu'être étudiant, non seulement à l'échelle nationale, mais en fait aussi la réalité assez locale d'être étudiant, apprenti auprès de l'ULCO et des autres établissements. Et enfin, Monsieur Jean-Jacques Triquet de l'AFPS, donc l'Association France-Palestine Solidarité. Donc, ce qui est bien avec l'AFPS, c'est qu'il n'y a plus besoin de trop les présenter parce qu'on a tous été au moins une fois à un de leurs événements, tellement il y en a. Et on va justement discuter de ça, de dire quel est pour le coup, quel est le rôle d'une section calaisienne, une section AFPS calaisienne, et quels sont ses effets, en tout cas locaux. Voilà, donc je sais pas, pour commencer, on peut commencer du coup avec toi Jean-Jacques, sur cette question, sur le parcours, c'est au niveau de la FPS, donc vous faites quelque chose qui est quand même assez costaud, qui avait été notifié lors d'un intervenant dont je ne sais plus le prénom, mais qui était chirurgien, qui est à Gaza, et qui disait à Calais, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, vous faites quelque chose qu'on n'arrive pas à faire à Lille ni ailleurs, c'est que vous arrivez à vous rassembler toutes les semaines. Et en fait, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que depuis, c'est ça l'inconvénient de passer derrière un historien, c'est qu'on semble beaucoup moins précis après. Mais voilà, en gros, on a passé 65, 66 rassemblements, 70 rassemblements successifs de la FPS Calais. Et voilà, est-ce que tu peux justement expliquer quel est le principe, quelle est la fonction de ce rassemblement, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Merci de me laisser la parole en premier, mais si vous le permettez, contrairement à ce qu'il vient de dire, vous nous connaissez peut-être à travers les rassemblements, mais est-ce que vous nous connaissez réellement? Est-ce que vous connaissez l'AFPS? Et donc moi je suis très scolaire, j'avais donc préparé, mais très brièvement, un rappel pour expliquer ce qu'est cette AFPS et pourquoi. Et ça répondait, parce que moi, j'avais vu que j'allais être questionné, c'était la première question, à quoi servent nos petites manifestations, hein? Donc la question, tu ne me l'as pas posée, donc je vais y répondre.
Je dis quel est le sens des rassemblements du samedi 18h. D'accord. Alors, pour remonter pas trop loin, on remonte quand même en 1967, lorsque Israël a déclaré sa troisième guerre israélo-arabe. C'est ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. C'est à partir de ce moment-là qu'en France, il y a eu une véritable prise de conscience de ce qui se passait là-bas. Donc il y a eu des réactions, des mobilisations, des intellectuels français se sont mobilisés et ils ont été soutenus par des associations et des partis politiques. En particulier un parti qui n'existe plus, qui s'appelait le PSU, et un autre qui existe toujours, qui s'appelle le Parti communiste français. Ça ne vous dérange pas que je parle Absolument pas. Dis-le plus fort, même. Je vais y revenir, je vais reciter le PCF, t'inquiète. Hein. Donc, en 1974, se crée l'association médicale franco-palestinienne, et quelques années après, c'est l'association France-Palestine, qui, elle, est à l'initiative du Parti communiste. Ces deux associations vont fonctionner pendant quelque temps ensemble jusqu'en 2001. Et en 2001, elles décident de n'en faire qu'une, l'association France-Palestine Solidarité. Donc voilà pour la petite histoire. L'un des objectifs de cette AFPS, c'est de gagner le plus largement possible la population au respect du droit international et à la cause palestinienne. Pour cela, faire connaître le peuple palestinien, son histoire, sa culture, ses épreuves, ses luttes. D'où nos rassemblements hebdomadaires, l'organisation de conférences, la projection de films et de documentaires, la distribution de tracts, la réalisation d'un concert, bref, tout ce qui va nous permettre de rencontrer la population et de lui faire partager la situation catastrophique que vivent les Palestiniens depuis 1948. Donc, voilà à quoi servent nos petits rassemblements hebdomadaires. C'est pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, pour faire partager nos idées et surtout pour faire passer une information que grand nombre ne connaissent pas, puisque les médias traditionnels ne parlent que d'Israël ou éventuellement de l'Ukraine. Mais on ne parle quasiment pas de la Palestine, encore moins de Gaza. Gaza, j'aimerais en dire 2 mots tout à l'heure, ou maintenant. Alors, on parle beaucoup de Gaza, qui n'est qu'une partie de l'ancienne Palestine. La Palestine était un territoire conséquent. En 1948, il est décidé de la couper quasiment en 2 et d'en attribuer une partie à Israël. À partir de là, ont commencé tous les conflits. Et dans cette partie confiée à la Palestine, il y a ce qu'on appelle la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un territoire à peu près équivalent à notre côte de Dunkerque à Calais, sur une bande large de 10, parfois 15 km ou un peu plus. Sur cette bande de Gaza vivaient 2,5 millions d'habitants. Ça veut dire que si on se rapporte à notre échelle, vous voyez que l'agglomération calaisienne, c'est 120 000 habitants, le Dunkerquois, un peu plus. Les petites communes, on doit arriver au total sur cette bande littorale à 500 000 personnes. La bande de Gaza, c'était 5 fois plus. De cette bande de Gaza, aujourd'hui, il ne reste rien. Mais quand on dit rien, 90% des habitations ont été rasées. Il n'y a plus aucun service public. 85% des structures hospitalières, sanitaires, etc. ont été détruites. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de centre culturel. Tout est rasé. Vous les avez vus, certainement, les reportages où on voit les bulldozers raser les maisons, défoncer les voiries, défoncer les réseaux d'eau potable, ce qui pose un sacré problème, confisquer aussi l'énergie. L'électricité est coupée régulièrement, et ça depuis des années, depuis le blocus qui a commencé il y a 17 ans. L'électricité est bloquée par Israël et autorise quelques heures par jour
la production d'électricité. Actuellement, il n'y en a plus. Sans électricité et sans gasoil, sans fuel et compagnie, on ne peut plus faire fonctionner les pompes qui permettaient de faire remonter l'eau des sources ou surtout de pouvoir utiliser l'eau de la mer et de la dessaler. Les Gazaouis sont en train de mourir et de faim et de soif. Ils mouraient déjà sous les balles et ils mouraient aussi sous la famine. Ça, vous en avez entendu parler depuis 3 semaines. Tout convoi humanitaire est interdit de rentrer dans cette bande de Gaza. Donc c'est une extermination 100%, il ne restera plus rien. Alors imaginez, je reviens sur notre territoire local. Imaginez que l'on dise à un moment donné aux Calaisiens, il y a des terroristes dans votre ville. Ces terroristes sont organisés par une association qui s'appelle Calais la Sociale et qui s'appuie sur des structures locales. La mer, je peux citer le bistrot, il y a un bistrot où vous allez souvent, la Timbale, enfin vous voyez, la Loco, etc. Donc, comme ce sont les sièges de terroristes, il faut absolument éradiquer tout ce qui se passe là-dedans. Donc, la population calaisienne, vous allez aller vers Dunkerque, et pendant ce temps-là, l'armée va nettoyer tous ces bastions. Mais évidemment, comme c'est une armée super performante, elle connaît absolument les visages et les identités de tous ces fameux militants, mais aussi de leurs familles, des parents, de la cousine, etc. Et donc, ce n'est pas simplement le local de la mer, de la Timbale ou de la Loco, la gare des Fontinettes, qui sera visée, mais tous les lieux où pourraient éventuellement vivre ces personnes qui ont été repérées. Alors du coup, ce qui se passe, on rase tout Calais. Et une fois que tout Calais est rasé, on dit aux Calaisiens qui avaient été hébergés à Dunkerque, vous pouvez revenir chez vous, et les Dunkerquois, vous allez aussi devoir venir sur ce territoire, parce qu'on va en faire autant du côté de Dunkerque. Et quand tous ces Calaisiens arrivent à Calais, ils ne trouvent que des ruines. Il n'y a strictement plus rien, plus possible de vivre, plus aucune installation quelconque. C'est ce que vivent les Gazaouis depuis maintenant plusieurs semaines. Donc ce sont ces réalités que nous souhaitons faire connaître à cette population calaisienne lors de nos rencontres, de nos conférences, de nos débats, et en particulier ce soir. Mais ce soir, je crois que je prêche des convaincus. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. Bon, on reviendra du coup plus tard sur la question du rassemblement et de la fonction d'un rassemblement tous les samedis hebdomadaires et qu'est-ce que ça peut créer en fait en termes. J'ai peut-être pas été assez précis, mais en gros, moi ce qui m'intéressait c'était la question d'un ressenti au niveau d'une communauté, d'un collectif. Qu'est-ce que ça crée en termes de fédération, en termes d'unité d'un collectif, de se rassembler autant? Qu'est-ce que ça permet d'obtenir en fait avec des gens comme ça réunis, convoqués, appelés à se réunir aussi souvent. Je dis plus tard, mais on peut le faire. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Enfin, je sais pas. Moi. Non, vas-y, puis après je passe. Alors, première chose, pour pouvoir réaliser quand même, ça fait 70 samedis que l'on se réunit à 18h, place d'Armes, quel que soit le temps. Qu'il fasse beau, mais parfois à Calais, il y a un peu de vent, il y a un peu de pluie, mais on est là. On est parfois 5, parfois on est 40. L'important, c'est d'être là tous les samedis. Chaque samedi, nous avons une intervention, ou plusieurs interventions. On parle d'un sujet d'actualité, ce qui se passe là-bas. Et ça a été préparé lors de nos réunions du mardi. Et donc, ça fait 70 mardis qu'on se réunit pour préparer ces samedis-là. Pour pouvoir réaliser ça, cette mobilisation et cette constance dans cette mobilisation, on s'appuie sur un certain nombre d'adhérents
volontaires et quasiment tous militants dans d'autres associations ou dans des mouvements politiques. C'est ça qui fait notre force. On est militants tous de longue date et surtout, nous acceptons les différences syndicales, politiques, associatives qui nous séparent, mais qui nous réunissent autour de ce thème, la Palestine et le peuple palestinien. Et ça, c'est, je pense quand même, une réussite de notre projet et la marque, certainement, de notre pérennité, de notre résistance, de notre pérennité aussi. C'est loin d'être évident. Il faut avoir quand même un peu de caractère pour entendre certaines choses, passer au-dessus et revenir au sujet qui nous intéresse. Mais la puissance, j'allais dire, de nos militants, c'est ce qui crée cette permanence dans la lutte. Alors évidemment, c'est une lutte un peu particulière. On ne lutte, enfin si, j'allais dire, on ne lutte pas pour nous. On lutte pour le peuple palestinien. Mais à travers cette lutte pour le peuple palestinien, on lutte aussi contre ce qui est fait contre eux, c'est-à-dire l'État d'Israël, l'État actuel d'Israël, l'État d'extrême droite, avec toutes ses conséquences. Et les conséquences, nous les vivons ici en France et en Europe. Et en soutenant le peuple palestinien, on découvre qu'en fait, ce territoire est l'objet d'essais militaires depuis des années de la part des pays occidentaux. Alors militaire, c'est pas simplement au niveau des armes de destruction, mais c'est tout ce qui est la reconnaissance faciale, les drones qui surveillent constamment la population. Tous ces appareils sont utilisés là-bas en Palestine pour pouvoir être réutilisés après chez nous. C'est ce qui se passe maintenant dans les manifestations, par exemple en France. Vous voyez des drones qui viennent surveiller nos déplacements. Et ça, c'est parce que ça a été testé là-bas en Palestine. Donc, on se bat pour les Palestiniens et à travers eux, on se bat aussi pour notre liberté. Merci. Alors ensuite, Lucas, qui est étudiant à l'ULCO de Boulogne. Est-ce qu'on peut, expliquer un peu la situation? C'est quoi la condition étudiante, qu'on soit sur le littoral, à l'échelle nationale? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? La condition étudiante, en fait, nous, ce qu'on considère, et c'est pour ça qu'on a fait le modèle CELA, c'est que les étudiantes et les étudiants, ce sont des travailleuses et travailleurs en formation. Et ça, c'est un concept qu'on doit bien noter. C'est-à-dire que, tôt ou tard, ils seront amenés à travailler et on vit malheureusement dans un monde où l'université, elle est de plus en plus privatisée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on combat avec le syndicat, c'est le PPP, le partenariat public-privé. Arrêtez-moi si c'est ça, c'est ça. Et en gros, c'est le fait que l'entreprise prend de plus en plus de place dans l'université. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une nécessité à ce que les étudiantes et les étudiants aient des syndicats pour les défendre. Et donc, j'oublie pas ta question, mais en tout cas, la question étudiante et la situation étudiante, elle est, en fait, elle est comme celle de tous les travailleurs, en fait, et en fait, comme celle de tous les Français. Ça galère, on voit pas où est-ce qu'il est l'avenir. Après, je veux pas parler au nom de tous les étudiants et étudiants, mais c'est ce qu'on ressent en tant que syndicaliste, c'est qu'il y a un vrai besoin d'être défendu, c'est-à-dire que il y a des droits qui sont essentiels, qui sont malmenés, qui sont remis en cause. Et en plus, si on n'a pas en plus de la sécurité alimentaire, si on n'a pas la sécurité du logement, la question du logement aussi, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est-à-dire que nous, les logements sur le Crous de Boulogne, ils sont insuffisants. Sur Dunkerque, Benjamin, arrête-moi si je me trompe, mais il y a aussi une vraie question sur le logement.
C'est ça. Et donc voilà, donc la question du. Bref, je pense qu'il faut pas dissocier la question étudiante de la question du français de base. C'est que c'est la galère et faut se battre quoi. Et nous à la CGT, nous la politique qu'on applique, c'est la politique du verre cassé. C'est-à-dire que parce que le sujet c'est que c'est les petites victoires. Et quand une personne vient nous voir parce que bah il y a une vitre cassée dans son amphi ou je sais pas, il a besoin de plus de micro-ondes dans son lieu d'études, et ben nous c'est un sujet qu'on prend en sérieux, c'est-à-dire qu'on va tout faire en sorte pour régler ce problème et donc constituer une victoire, lui montrer qu'il y a un chemin de lutte et aussi que le syndicat ça sert au quotidien. Et donc voilà. J'ai peut-être un peu divagué, mais en tout cas voilà, la Non, situation étudiante, voilà, elle est ce qu'elle est et Non, on est là pour lutter. Mais du coup, il y a une forme de dans un syndicat étudiant, vous avez une forme de, je vais pas dire de conciergerie, mais vous avez un rapport de vous aider sur les moments du quotidien, quoi. Bah, oui, de toute façon, les cas qu'on gère le plus, c'est les cas du quotidien, mais on n'oublie pas qu'on est d'abord syndicaliste, donc on est là pour organiser la classe travailleuse. En tout cas, moi, c'est le sens que je donne au mot syndicat. Et on est là aussi sur les grandes luttes. Nous, à la CGT, on est en partenariat, enfin pas en partenariat, on est en lien constant avec les UL. Et dès qu'il y a un piquet de grève, on invite nos syndiqués à aller sur les piquets de grève pour soutenir les camarades. Et il y a plein de luttes qui sont plutôt hautes. On s'est battu, par exemple, à Boulogne, on s'est battu contre la loi transphobe. On était présent au rassemblement du 8 mars. On a été partie prenante contre la réforme des retraites. Donc en fait, on se bat à la fois pour le micro-ondes et à la fois pour la chute du capitalisme. Ok. Donc on va passer à la marche des fiertés avec Thaïs. Thaïs, déjà, est-ce que tu peux expliquer tout simplement qu'est-ce qu'une marche des fiertés et quel est le sens de l'existence d'une marche des fiertés à Calais? Donc on va arriver à sa 3e édition en juin prochain. Alors la marche des fiertés en elle-même, ça remonte à un petit moment puisque c'était 1969, les émeutes de Stonewall. Pour la petite histoire, il y avait un bar gay qui s'appelait le Stonewall Inn, je crois, qui a subi plusieurs descentes de police. Et lors d'une de ces descentes, les personnes qui étaient dans ce bar se sont défendues et donc ça a donné lieu à des émeutes. C'était au mois de juin et c'est en hommage à ces émeutes qu'aujourd'hui on a le mois des fiertés au mois de juin et on a toutes ces marches qui s'organisent. Alors d'abord aux États-Unis et puis c'est arrivé en Europe, en France, au fur et à mesure des années. Nous à Calais, on en est à la 3e édition cette année, le 7 juin. Pourquoi à Calais? Parce que on connaît déjà des prides dans des grosses villes de la région comme Arras ou comme Lille, mais à Calais même, on n'avait pas de visibilité des personnes queer, des personnes LGBTQIA+. Et donc nous, on a voulu donner une visibilité à ces personnes-là. Et c'est pour ça que c'est le collectif féministe de Calais tout d'abord qui a organisé la première Pride, puis le collectif pour la marche des fiertés pour les 2e et 3e éditions. Ouais, voilà. En fait, ce que je trouvais passionnant pour avoir participé aux 2 éditions, en fait, c'est que vous avez réactivé quelque chose auquel on songe plus. Mais en fait, organiser une manifestation, c'est déjà une victoire en soi. Le fait d'occuper de l'espace public, c'est pas rien. Même si on se réunit, comme disait Jean-Jacques, à 5 devant la Tour du Guet, même si on se réunit à 10, à 100, 200 ou quoi que, en fait, c'est toujours une victoire parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on arrache. Prendre de l'espace, on en parlait hier à Alain Timbal, c'est pour ça qu'on c'est aussi l'objet de cette table ronde. Prendre l'espace, en fait, c'est pas un moment en soi qui est donné. C'est-à-dire des lieux, on parlait de la Timbal, on parlait de la Loco, on parlait de la mer. En fait, c'est des espaces qui ont été personne nous les a donnés, ces espaces-là, ils ont été pris. Et c'est pas une question de soin, mais en gros, ils peuvent être très vite repris. Et les manifestations, c'est exactement pareil. En fait, les manifestations, et c'est en fait avec l'arrivée de la marche de la fierté, et c'est ce qui fait qu'en fait, c'est une marche qui est très joyeuse, très positive, et qui donne la pêche, en fait, parce qu'en fait, il y a vraiment une joie d'occuper l'espace public quand on n'est pas hétérosexuel. Et il y a, et autres d'ailleurs, mais en fait, il y a ce moment d'expression, et en fait,
ça fait rappeler qu'en fait la fonction d'une manifestation, c'est aussi de se rendre visible en tant que corps social opprimé ou revendiquant quelque chose, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique dans une ville en plus que ça ait lieu non seulement à Lille, à machin, mais à Calais, c'est qu'en fait ça permet vraiment de rendre visible toute une communauté qui, sans ce genre de marche, bah, dire, on se parlerait pas, on se connaîtrait pas. Vous rendez un visage, vous créez une communauté par le fait d'exister. Et d'ailleurs, en fait, ma deuxième question là-dessus, c'était de dire, en fait, c'est que cette marche, au-delà du fait de vouloir lutter contre l'homophobie, bon, ben, c'est encore en cours, hein, mais en fait, elle permet localement de créer beaucoup de choses. Il y a eu pas mal de choses qui ont été créées, donc des dynamiques. Je sais pas si tu peux en dire deux, trois mots. Ouais. Ouais, effectivement, bah, on a l'année dernière et l'année d'avant, il y a eu des troc dressing qui ont été organisés avec le soutien du planning familial. Donc le but de ces troc dressing, c'est de permettre aux personnes trans et non binaires ou à leurs alliés de pouvoir se changer les garde-robes plus facilement parce que c'est quelque chose qui coûte cher dans un parcours de transition. Ça permet aussi de créer un espace de rencontre. On a eu énormément de jeunes qui étaient présents et qui nous ont dit bah, merci de créer ces espaces de rencontre parce que bah, ils se sentent seuls dans une ville comme Calais. On a organisé également un ciné-débat sur le film Pride pour parler des questions d'intersectionnalité des luttes, justement, puisque bah, ça reste quelque chose qui est assez important, l'intersectionnalité. Qu'est-ce qu'on a organisé? On organise bientôt une Gwinguette. C'est ça. La Gwinguette, c'est une guinguette pour les personnes lesbiennes et leurs alliés. Donc pareil, pour avoir une visibilité et un espace de rencontre spéciale en non-mixité choisie. Et bien sûr la marche, du coup. Et en fait, même au-delà de votre collectif, en fait, c'est que ça crée ça donne d'autres idées. Donc là, on a le collectif Marche des Fiertés, mais on a également un collectif qui émerge grâce à ça, qui en fait, on parle souvent du concept fenêtre d'Oberton, mais en fait, ça rend possible des choses. Grâce au collectif Marche des Fiertés, en fait, il y a eu un autre collectif qui a été créé, c'est les Transvisibles. Ouais, l'association Transvisible. Voilà, qui n'existerait pas en fait sans la volonté de manifester. En fait, c'est la manifestation qui permet de générer des créations de collectifs. Et également, cette manif a aussi créé d'autres choses. Il y a eu des choses comme le Gwinzine. C'est un petit fanzine et en fait qui a une forme comme les magazines qui peuvent sembler désuets, mais en fait un horoscope, des conseils culturels pour les communautés queer, etc. Enfin, et lesbiens pour le coup. Voilà, en gros, voilà, c'est ça que je trouve vraiment formidable, c'est qu'en fait, c'est vraiment la marche des fiertés est un moment en fait de création. Au-delà de la revendication, c'est un moment où il y a une expression. Enfin, les affiches sont hyper soignées. À chaque fois, vous faites appel à il y a un vrai concert qui réfléchit. La déambulation, pareil, c'est presque un carnaval en fait dans sa démonstration festive. Enfin, en fait, vous arrivez à transformer ça en un événement. C'est arrivé à faire enfin, je suis en train de te faire l'éloge de ton truc, mais voilà, en fait, non, mais c'est vraiment, en fait, moi, je trouve que c'est un moment qui fait du bien. En fait, c'est plein de couleurs. En fait, c'est un truc qu'on devrait vraiment tous, dans nos organisations syndicales, politiques, etc., reprendre. C'est redonner un pouvoir de potentialité à des gens qui, à la base, ont juste envie de se planquer, quoi. Et enfin, vraiment, félicitations pour ça. Merci. Et enfin, et pour terminer le petit tour de table, donc Thierry, qui est donc président de la FSU de l'enseignement, donc président, excusez-moi, secrétaire, excusez-moi, je fatigue un peu. Et en gros, ça semble pas forcément évident de soi de parler de victoire quand on est dans l'enseignement, tellement les projets de réforme successives tendent, comme pour l'hôpital, à un projet dont on n'a pas encore vraiment délimité les contours. Qu'est-ce qu'on va faire des gens dont on essaye de transmettre un peu d'éducation? Et la question, du coup, je suis venu te voir pour me rassurer un peu, dire avant de venir te voir les petites victoires et manifester. Il y a bien quelques petites victoires quand même auprès de l'enseignement. Oui, oui. D'abord, peut-être rappeler c'est quoi un syndicat et qu'est-ce qu'il porte.
Et mon syndicat, la FSU, en fait, une fédération de syndicats, comme la CGT, comme Solidaire, on appelle ça, on se définit comme un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Nous, on y ajoute aussi à vocation majoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que le syndicalisme, ça doit transformer la société et ça doit accompagner réellement pour justement savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on veut créer. On ne peut pas envisager les luttes si on n'a pas ça derrière. Parce que, comme tu l'as dit, dans l'éducation, depuis une quarantaine d'années, on se prend pas mal de claques dans la figure, c'est le moins qu'on puisse dire. Les réactionnaires sont là à longueur de temps, mais on a quand même des victoires et c'est loin d'être négligeable. Alors justement, par exemple, tout ce qui est question LGBT, il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout, ça n'existait pas. Maintenant, alors, c'est très incomplet, très insuffisant. Et puis on sait qui l'a fait, c'est Blanquer, donc vous savez comme tout le monde l'apprécie dans l'éducation nationale. Mais il a quand même mis en place une circulaire qui permet, au moins dans l'éducation nationale, de prendre en compte ce changement, voilà, voulu par les élèves, aussi l'homosexualité, etc. Il y avait quand même des réflexions qu'on pouvait entendre de la part des élèves et aussi parfois des personnels qui étaient quand même scandaleuses. Heureusement, ça évolue. Heureusement, on prend en charge. Et là, pour moi, c'est déjà une première victoire. Une victoire de prendre en compte la diversité. Si aussi on se bat en tant qu'organisation syndicale, alors bien sûr, on se bat pour les salariés, les fonctionnaires, mais aussi on se bat pour le service public. Et le service public, derrière, il y a qui? Il y a la population. Si on parle d'éducation, il y a les jeunes. Les jeunes, il y a les élèves. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va réellement vouloir obtenir? Alors c'est vrai aussi, on est dans le public, on n'est pas dans le privé sous contrat ou hors contrat. Donc on se bat actuellement et depuis de très large, un arc syndical très large avec les associations, pour que l'argent public aille déjà au service public et à l'école publique. Et qu'on arrête de donner de l'argent à longueur de temps à des officines privées qui nécessairement en plus sont déjà aidées par le MEDEF, aidées par souvent les macronistes, aidées par la région. Et pendant ce temps-là, vous avez les services publics qui crèvent de faim. Quand je dis qu'ils crèvent de faim, bien évidemment, c'est une image, c'est-à-dire que les bâtiments ne sont pas toujours en état, on ne recrute pas le personnel qu'il faut. Alors on a parlé tout à l'heure de l'hôpital, mais l'éducation, c'est pareil. L'université, 80% des universités seront en déficit à la fin de l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas les moyens. L'objectif, il est simple, c'est d'assécher les finances de l'université pour qu'on aille chercher de l'argent dans le privé. Et donc, en fin de compte, donner quelque part l'université au privé. Ça n'est pas notre conception, justement, des services publics. Nous, les services publics, c'est la seule richesse de ceux qui n'ont rien. Et donc, c'est la seule chose qui compte. Si on se bat, c'est pour ça. Alors, il y a des victoires. Ben, la victoire idéologique, pour l'instant, on a l'impression de la perdre. On va être très clair, c'est l'individualisme. On nous dit à longueur de temps que, eh bien oui, mais il faut comprendre quand même. Il faut faire avec le monde qui vit. On est dans une société mondialisée. On n'a pas le choix. Oui, sauf que rappelons que tout ce qui est fait en France, ce sont des choix politiques, c'est le choix de la population. Et en 1945, on le rappelle quand même, on crée quoi? La Sécu. Oui, bon, c'est pas grand-chose. La retraite pour tous. Bon, c'est pas grand-chose. Pourtant, on sortait de la guerre, on était pauvre à un niveau où on n'a jamais été auparavant. Et on a mis ça en place, des solidarités. Alors qu'on nous dise actuellement que ce n'est pas possible de mettre en place des solidarités, pour nous, c'est pas possible. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là, on arrête là, et donc, mais ça permet de se battre. Alors, est-ce qu'on a des victoires? Ben, on en a quelques-unes. Alors, par exemple, des grosses défaites, mais il y avait des petites victoires derrière. En 2003-2004, vous savez, sur les retraites, c'est la première claque pour les retraites. Oui, on s'en souvient tous, ceux qui ont fait grève pendant près d'un mois. Oui, on a mangé des pâtes longtemps, mais c'est pas grave, on était au moins, on avait la tête haute. Mais à ce moment-là, il y avait aussi quelque chose qui était prévu, c'était la décentralisation de tous les services publics, d'énormément de services publics, et ça, on l'a gagné. Alors bien sûr, ils doivent venir par la porte, hein, ou par la fenêtre. Là, en ce moment, ils essayent de, par exemple, les infirmières scolaires, ils aimeraient bien qu'elles soient envoyées non plus, qu'elles ne soient plus au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais qu'elles soient gérées par les départements. Voilà, ça permettra de maximiser, de minimiser les coûts
et surtout en fait de mettre les personnes en fonction des besoins. Et donc il y a quand même, voilà, il y a ça par exemple. Je pourrais vous parler d'assistance sociale, c'est la même chose. On a aussi la question donc de la santé des élèves. Mais il y a aussi, bien évidemment, quand on fait du combat syndical, il y a aussi les petits combats de tous les jours. Alors c'est quoi les petits combats de tous les jours? En fait c'est les conditions de travail des personnes au quotidien. Et ça, elles sont importantes. Alors, quand on parle de petites manifestations, ben oui, parfois, quand vous avez un petit collège où il y a 30 personnes, 30 profs, et que vous avez 15 profs devant, vous pouvez vous dire, oh, 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 eh ben, ils sont pas gramins. Sauf que 15, c'est 50%. S'il y avait 50% de grévistes à chaque fois qu'il y a une mobilisation, ça changerait énormément de choses. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça aussi. À tel point que le ministère, depuis 2010, a décidé de changer le mode de calcul des grévistes dans l'éducation nationale. Il ne compte pas le nombre de personnes en grève par rapport au nombre de personnes attendues, il compte le nombre de personnes en grève par rapport à la totalité des personnes de l'établissement. C'est-à-dire que même ceux qui ne travaillent pas ce jour-là sont considérés comme des non-grévistes. Comme ça fait diminuer le pourcentage de grévistes. Et donc, ce sont des techniques qui permettent de minimiser la visibilité, sauf que ça en empêche qu'à chaque fois qu'il y a une grève dans un établissement, on ne gagne pas tous les coups, loin de là, mais ça met en place des habitudes de mobilisation, et puis on constate quand même que le rectorat, avant de taper sur cet établissement, il va réfléchir. Parce que, s'il y en a un qui bouge, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura trois, peut-être qu'il y en aura quatre. Et donc cette petite manif au départ, qui n'était qu'une petite manif, eh bien elle montre aussi aux autres qu'il est possible de se mobiliser et de dire que ce qui arrive, c'est inacceptable. Je fais le lien avec justement les mobilisations. Quel que soit le nombre, on est là pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et on ne l'accepte pas. Bien sûr qu'on aimerait bien être à 100 devant l'établissement quand on est sans prof ou sans personnel, mais on n'y arrive pas tout le temps, bien évidemment. Il y a des moments, ça marche aussi, il ne faut pas non plus le cacher. Alors, tout le monde a oublié, en plus c'était très particulier, c'était d'Eurobien, 2006, c'était pour des remplacements. Ils avaient décidé que les profs remplaceraient du jour au lendemain. On décide, voilà, les organisations syndicales discutent entre elles, elles disent il va falloir quand même bouger, c'est quand même inacceptable. Voilà. 15 jours avant, on a dit oh là là, ça bouge pas des masses, ça va pas être gai. Et puis 80% de grévistes. Ça veut rien dire. On ne sait pas à l'avance. Blanquer 2023, vous savez, Ibiza. De Ibiza, en fin de compte, ça faisait déjà 6 mois qu'avec le Covid, il annonçait la veille pour le lendemain ce qu'il mettait en place. Et là, de Ibiza, il nous explique que demain, on va faire un nouveau dispositif, totalement désaxé, bien évidemment, totalement hors sol. On décide de faire une grève 8 jours après. Et là, dans le premier degré, elle fait 60%. Quelque chose qui n'avait jamais été vu depuis très longtemps. Alors, ils ont obtenu quoi? Pas énormément de choses. Un peu plus de décharge pour les directeurs d'école, un peu plus de prise en charge pour des élèves. C'est pas énorme, mais s'il n'y avait pas une mobilisation, il n'y aurait pas eu ça. Voilà, c'est le contraire. Et donc la question, oui, on est face parfois, on a l'impression de vouloir être, avec nos petits bras de syndicalistes, de vouloir arrêter un TGV. On arrive, il ne faut pas grand-chose parfois pour arrêter un TGV. Et donc c'est simplement aussi la force de la conviction qui permet d'évoluer. Je voudrais donner un autre exemple aussi sur le féminisme. J'ai commencé à être représentant pour mon syndicat en 2002-2003, et quand on parlait des avancements, vous savez, ces progressions de carrière pour les profs, en 2002-2003, en fait, il n'y avait pas de chiffre de différence entre les hommes et les femmes. Ça n'a pas d'intérêt, vous savez, vous êtes dans la fonction publique, tout le monde avance de la même façon, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on a commencé à mettre des chiffres, eh bien, ils ont dû répondre. Ça a mis du temps, ça met du temps aussi à répondre. Par exemple, il y avait, quand vous êtes prof, vous rentrez en classe normale et à un moment, vous pouvez devenir hors classe. Bon, vous ne sortez pas de la classe, vous gagnez un peu plus d'argent, c'est tout. Et bien, il faut savoir que jusqu'aux années 2010, il y avait 60% de femmes qui pouvaient devenir, parce qu'il fallait des règles pour arriver à la hors classe, et c'était 60% d'hommes qui les avaient, ces classements, à chaque fois. Eh bien, à force de dénoncer, à force de prendre les chiffres, à force de montrer, alors on est arrivé dans un premier temps à une forme de parité. Il devait y avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Quand on porte ça syndicalement, on disait, ouais, mais non, ça ne va pas encore.
il y a 70% de femmes, pourquoi il n'y a pas 70% de... Voilà. Bon. Bien, en fait, c'est le système qui était problématique. Donc maintenant, alors c'est vrai, c'est un terme technique encore une fois, il y a eu le PPCR qui, en fin de compte, qui fait que maintenant, tout le monde a accès à leur classe, qu'il soit un homme, une femme, et c'est la meilleure façon de régler le problème. Ben oui, il faut simplement que l'ancien... En fait, dès que vous mettez des critères de, entre guillemets, de savoir quel est le meilleur, je dis meilleur, hein, parce que c'est 99% un mec. Il est toujours meilleur, le mec. Je ne sais pas pourquoi, mais il est meilleur. Et donc, eh bien, quand vous mettez des critères de ce style-là, automatiquement, on a tous les travers de la société qui sont remis. Qui s'occupe des enfants, même dans l'éducation nationale? Majoritairement, ce sont les femmes. Donc, quelles sont celles qui ne vont pas faire une réunion jusqu'à 22h le soir? Ben, ce sont les femmes. Donc, elles sont bien évidemment moins bonnes profs. C'est pas possible autrement. Elles refusent de faire des réunions jusqu'à 22h. Vous voyez, en fait, c'est tous ces travers de la société qu'on retrouve à longueur de temps et qu'on arrive à combattre. On arrive à les combattre, c'est insuffisant, on est tout à fait d'accord, mais c'est des victoires qu'on a obtenues et qui permettent de réellement avancer. Un dernier exemple, parce que je parle beaucoup trop, un dernier exemple, on a quelqu'un ici qui a fait partie des Greta, la formation continue des adultes, et il y a ce qu'on appelle dedans des CFC, des conseillers en formation continue. Alors au départ, ils étaient fonctionnaires, maintenant les CFC, la plupart, ce sont des contractuels. Et les contractuels, en fait, il faut savoir on les recrute normalement selon une grille, mais quand même on discute pas mal, et il y a des écarts de salaire qui étaient importants. Il y a 3 ans, des collègues femmes nous ont contactés en disant je comprends pas, j'ai la même ancienneté dans le privé avant que mon collègue mec, ensuite j'ai le même niveau de diplôme, et je gagne 500 € de moins par mois. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ça a été 2 ans et demi de combat. Alors, voilà, quand on dit que c'est du combat à long terme, c'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, chaque réunion où on voyait le rectorat, où on discutait des Greta, c'était ma petite question habituelle, où on en est? Et à chaque fois, en espérant à chaque fois que ça n'avancerait pas. Ça, c'est, je dirais, à force, on revient. Et à un moment, ils finissent par craquer. Pourquoi ils finissent par craquer? Parce que notre lutte est juste. Et le top, on a su quand on a gagné, quand on a eu le responsable qui est arrivé, qui nous a dit, puis je lui dis, écoutez quand même, ça fait 1 an et demi que ça dure, vous nous baladez, à longueur de temps, vous avez marqué quand même les 8 personnes qui sont sous-payées, ce sont 8 femmes. Et là, le gars en face me fait « Oh non, vous n'allez pas nous reparler d'égalité professionnelle homme-femme !» Eh bien, j'ai dit « On a gagné, c'est bon. » On a gagné, et c'est vrai qu'on a gagné par la suite. On a quand même 8 personnes, dont 4 personnes ont eu 500 € de plus par mois. C'est ça des victoires. C'est ça les victoires. Comme aussi, quand on accompagne des collègues qui sont en souffrance, c'est aussi d'être capable de dire à la fin, quand quelqu'un vient vous dire merci, c'est la meilleure victoire. Alors, est-ce que par ici il y a des remarques, des questions déjà? Allez, Christine. Un mot qui n'a pas été dit et qui pourtant transparaît de tous vos témoignages, c'est l'émancipation. C'est-à-dire que à chaque petite manif, même petite, même avec des petites victoires à l'arrivée, il y a quelque chose qui se déclenche dans chez les personnes qui ont participé. C'est évident dans les marches des fiertés, parce que le mot fierté est là, c'est ça qu'on va chercher. Et ça m'a étonné que tu parles pas de cet objectif magnifique que la FSU et le SNES mettent en avant en général, c'est l'émancipation des élèves et évidemment l'émancipation des travailleurs. Le combat, même s'il est 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage, même si on revient toujours au même, ok, ça épuise, mais ça libère. Et ça, je pense que du coup, chaque mobilisation, chaque petite action apporte quelque chose. De toute façon, même s'il n'y a pas de petite victoire derrière, il y a quand même une libération qui s'est passée. Au moins chez les personnes qui étaient présentes et qui font l'effort de venir, quoi. Voilà. Sinon, bravo à tous. Oui, bonjour, merci et bravo. Oui, de mettre en lumière en fait l'action. Je corrobore ce que vient de dire Christine, parce que
voilà, c'est ce que ça produit aussi d'abord d'être debout, quoi. Enfin, d'être debout, de relever l'autre, que l'autre nous relève. Bon, voilà. Mais j'ai deux interrogations que je pose à l'Assemblée ici ou à vous qui êtes là. Est-ce que et comment on passe à l'étape supérieure, à l'étage du dessus? Je vais prononcer le mot qui fâche de convergence des luttes, mais est-ce qu'on est suffisamment tous ici déjà ou pas déjà au courant, déjà informés, déjà convaincus de toutes ces luttes? Parce que c'est vrai que quand on regarde localement, bah en fait on se connaît. Quand il y a le 22 mars, ben on y était. Quand il y avait le 8 mars, ben on y était. Donc voilà. Des fois on n'y est pas. Mais globalement, est-ce qu'il ne faut pas maintenant se structurer plus? Est-ce qu'il ne faut pas passer au-delà et se dire que quand on va aller le samedi à 18h pour la Palestine, ben on y va aussi pour la lutte LGBT, est-ce que ça serait un problème, par exemple, si on venait samedi, si je viens avec un drapeau kanak? Est-ce que c'est un problème si je viens avec un drapeau LGBT le samedi à 18h? Enfin, quand est-ce qu'on va sortir nos mots d'ordre qui nous rassemblent, en fait? C'est un peu ma question, c'est est-ce que et comment et quand? Je vais faire une réponse un peu globalisée sur tout ce qui a été dit. Moi, je suis pas partisan de romantiser un peu la lutte. En fait, la lutte, elle est ce qu'elle est. Des fois, on aura des grosses défaites et on va être mal, etc. Et des fois, on aura des grosses victoires. Et des fois, c'est un entre-deux. Des fois, on aura des petites victoires, des petites défaites, etc. Donc, faut pas romantiser la lutte. Mais évidemment qu'on est là pour l'émancipation. Et je pense que nous tous ici, évidemment, qu'on veut supprimer le capitalisme. Mais pour autant, on peut se contenter d'une augmentation de salaire ou d'avoir la sécurité sociale. Alors que c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est le socialisme. Mais voilà. C'est comme nous, ce qu'on veut à la fin, c'est de détruire l'hétéropatriarcat. Et pourtant, on se contente de Pride, qui sont bien réussis, etc. Mais on se contente du peu pour passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est ce que tu disais. En fait, on peut pas vraiment le ressentir. Enfin, je pense que les communeuses et les communeux, quand ils sont partis rechercher des canons sur la butte Montmartre, ils savaient pas qu'ils allaient faire la plus grande expérience socialiste qu'ait connue la France. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils sont partis à l'assaut du ciel. Donc en fait, on peut pas le sentir, mais il faut vraiment, one life. Tu dis, t'as rien à perdre, let's go. Tout ce que tu peux faire, c'est juste changer ta condition de vie, en fait. Et surtout, ce qui est convergence des luttes, franchement, oui, en fait. Intrinsèquement, toutes nos luttes, elles se valent, elles se ressemblent. Hein. C'est Angela Davis qui disait que dans Femmes, race et classe, c'est la base. Je veux dire évidemment que si tu vas à un rassemblement féministe, c'est parce que tu es aussi contre le système capitaliste, parce que tu es aussi antiraciste. Et donc, après, je vais pas parler au nom des camarades de la FPS, mais je pense que si tu te ramènes samedi à un drapeau pour la Palestine avec un drapeau kanak, ça sera bien accueilli parce que ce sont tous les deux les victimes du colonialisme. Et voilà. Donc, je pense que il faut pas se faire d'illusions sur ce qu'est la lutte, mais en même temps, en fait, faut juste foncer, partir et se dire qu'en fait, on n'a rien à perdre. On a juste un monde à gagner. Et c'est très bateau comme phrase. J'aurais pu faire des citations sur Facebook, mais le problème des problèmes, je pense que, et ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est pas qu'on est pas assez nombreux. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez organisé. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous syndiquer, à investir les associations et à vous engager politiquement. Vas-y, tu as une question? Oui, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on est dans un système actuel et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un système médiatique. Alors là, ici, on a la sociale et on espère qu'elle va prendre davantage de place parce que c'est fondamental. Mais on est sur un système médiatique et comment il fonctionne? Parfois, une action à 10, elle est davantage réussie si vous avez 4 caméras que si vous avez 700 personnes et en fait, il n'y a pas de caméra. Prenons un exemple très concret. Il y a eu un salut nazi qui a été à Sciences Po Lille.
Il y avait une manifestation, on était à peu près 1000, sauf qu'il n'y avait pas de caméra, très peu de journalistes. Alors nous, on savait pourquoi on était là, hein, on n'a pas regretté. Hein. Sauf que à l'extérieur, à part ceux qui ont vu la manif passer, ils n'ont pas vu grand-chose. C'est ça qui nous inquiétait, franchement. Parfois, je me souviens avoir fait, parce que je suis boulonnais, une manifestation pour aider les camarades retraités. On était 20. Les journalistes voulaient des images pour passer à midi. Avec un gros plan, ils ont donné l'impression qu'à Boulogne, on était 500. Donc, il y a un système médiatique auquel on doit aussi parfois faire avec et aussi travailler. Alors, pourquoi je dis ça aussi? Si c'est la manifestation Palestine, la FSU appelle à chaque fois à toutes les manifestations, Palestine, etc., parce que ça fait partie de notre projet de société, de notre vision sociétale. Comme d'autres syndicats, on a toujours une vision sociétale parce qu'on ne peut pas transformer le monde si on n'est pas tous ensemble. Et on est d'accord avec ça. Sauf que quand on fait la manifestation Palestine, l'objectif c'est de mettre le phare sur la Palestine. Si tout le monde vient avec tous ces drapeaux, on verra moins la Palestine. Par contre, faire des ponts, on le fait à longueur de temps. À longueur de temps, c'est-à-dire qu'on le fait comment? On peut le faire, bien sûr, c'est les lieux de travail. Moi, je pense que les lieux de travail, c'est quelque chose qu'il faut réinvestir et investir. Alors, dans l'éducation nationale, on fait parfois des heures d'information syndicale qui vont bien au-delà. Alors, on fait venir d'abord les collègues sur un petit truc à eux. On va être très clair. Parfois, vous savez, une heure d'info syndicale dans un lycée ou dans un collège, ça va bloquer parce que la photocopieuse ne marche plus. Et on va partir de ça pour aller beaucoup plus largement sur d'autres sujets en même temps que l'on trouve à côté. C'est ça aussi. C'est-à-dire comment on fait pour accrocher. La question ici qui est posée, alors moi, c'est pas dans le public, mais dans le privé, mais comment on fait face à l'éclatement du travail? Par exemple, comment on fait pour organiser ceux qui ont un travail Uber, voilà, qui sont en fin de compte officiellement auto-entrepreneurs? Ou comment on fait même dans une entreprise, dans une usine, quand on constate qu'en fin de compte, il y a énormément de services externalisés, comment on fait pour mobiliser les gens? Ça, c'est des questions qui se posent réellement. Tu parles de l'organisation, mais les hommes... Alors, moi, je vais parler des syndicats, puisque je suis là pour les syndicats. Concrètement, on essaye de travailler le plus possible ensemble, et pas seulement la FSU avec la CGT et Solidaire, mais au-delà avec, si on peut, l'UNSA, si on peut avec la CFDT. Rappelons que ce qui a permis le mouvement sur les retraites, c'est qu'on était tous ensemble. C'est bien parce qu'on était tous ensemble qu'on a pu réussir un mouvement aussi important. Et on constate, par exemple, que nous, parfois, on dit, mais là, c'est pas possible, il faut qu'on agisse. Peut-être qu'à 2 ou 3 syndicats, on va lancer un mot d'ordre, et puis on va se planter largement parce que les collègues disent, ah ben non, mais il n'y a pas l'UNSA, il n'y a pas la CFDT, je suis pas d'accord avec eux, mais au moins tout, quand ils sont là, ça fait plus de monde. Il y a toutes ces questions-là d'organisation. Et après, alors là, il y a des questions politiques. On est sorti quand même, en termes de syndicats, quand même sur quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au mois de juillet quand même l'année dernière, au mois de juin, juillet l'année dernière. Énormément d'organisations syndicales ont appelé à faire barrage au Front National, à l'élection du Front National. Ça n'arrive depuis, les organisations syndicales qui ont appelé clairement à faire barrage, c'est rare, c'est excessivement rare. Ça veut donc dire que là, il y a prise de conscience que, de toute façon, on va être très clair, hein, si le RN et comme les Trumpistes allaient beaucoup plus loin, etc., on a un État qui est organisé, État policier, organisé de telle sorte que la question est de savoir combien de temps je vais pouvoir rester syndicaliste. C'est ça la question qui va se poser. Donc la question, l'organisation, oui, mais c'est pas tout. C'est aussi les gens, comment on les attire, comment on va les chercher. C'est vrai qu'on est entre militants ici. Mais heureusement qu'on est là. Il y a, on va en train de filmer, ça va passer un peu régulièrement, partout. Je sais que ça, on en parlera peut-être dans 3 mois, mais c'est pas grave. On en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, très rapidement. J'ai une question, après j'ai un témoignage, mais ça va être très rapide. La question en fait qu'on se pose, c'est quand on milite, en fait, c'est nécessaire d'avoir de créer aussi des communautés, c'est-à-dire des communautés où on se sent bien. Et en même temps, il y a un risque aussi quand on milite, quand on crée la communauté, c'est le risque qu'on connaît tous, c'est-à-dire de l'entre-soi, c'est-à-dire on devient un peu des professionnels de la parole. À Calais, bon, les militants à Calais, mais comme à Boulogne, c'est-à-dire on a 40 casquettes différentes dans, je sais pas, je pense aux personnes qui sont aussi dans les assos d'aide aux personnes exilées, voilà, ils sont partout, quoi.
Et la question que je vous pose par rapport à votre expérience militante, c'est comment on fait pour avoir à la fois une communauté et à la fois aller ailleurs. Et là, le témoignage, je fais partie aussi de l'FPS. J'ai la chance de connaître Jean-Jacques un petit peu. Et ouais, Jean-Jacques fait semblant. Et ce qui est intéressant dans le fait d'être là chaque semaine, et je trouve ça aussi assez émouvant dans ce qui s'est passé, c'est que cette persistance a détruit aussi un entre-soi qui pouvait exister. C'est-à-dire, parce qu'on a croisé des personnes qui, je sais pas, des Italiens, des personnes qui venaient d'Italie, des personnes qui maintenant sont en Grèce, qui étaient dans les assauts d'aide aux personnes exilées. Mais il y a aussi des retraités, il y a aussi des étudiants, il y a aussi des personnes qui sont dans d'autres situations. Et c'est-à-dire que aussi peut-être le fait de durer, c'est aussi de détruire cet entre-soi, de pas devenir le professionnel militant qui a le discours déjà fait et qui le ressort à chaque fois. Et c'est ça, je pense, qui est important aussi. Voilà. Donc la question, c'est comment on fait pour avoir à la fois une communauté où on est fort et comment on fait pour que cette communauté ne nous étouffe pas. Moi, j'ai une question qui peut être assez, qui peut créer un peu de débat. C'est, à mes yeux, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. C'est pourquoi est-ce qu'on ne repolitise pas un peu plus les établissements scolaires, le lycée. Pourquoi est-ce que c'est toujours un tabou de parler de je suis de tel bord politique et tout ça. C'est dans les règles, c'est dans les lois. Comment ? Tu parles de qui ? Des enseignants ou même des élèves. Mais non, mais pas le dire complètement. Pas le dire, mais beaucoup plus. Enfin, pas le. Parce qu'on le voit. Moi, je sais très bien que j'ai des profs à moi qui ne se cachent pas de leur opinion politique. Et mais c'est même. Enfin, ils n'ont pas le droit. Mais c'est même. Je trouve que c'est plus proximatif. Ça permet. Ces personnes-là, comment dire ? Ils nous permettent de mieux parler, de mieux comprendre la politique, de mieux même nous engager dans certains cours de ça. Mais même pas genre juste montrer leur opinion, mais mieux les expliquer dans les établissements scolaires. On les explique pas assez. Oui, c'est pour ça pas même, enfin toujours cacher nos opinions, c'est sûr, mais peut-être pas les élèves. Les élèves, même si on nous l'interdit, on a beau nous interdire des choses, on le fait quand même. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais on remarque quand même de plus en plus avec le fait que nous élèves on le fait, certains profs se le permettent, mais c'est un peu caché. C'est pas dans tout pareil, c'est pas tous. Peut-être pas chez vous. Moi, personnellement, c'est ce que je vis. Voilà, c'est pour ça. Mais je trouve quand même que parler de la politique dans les plus grands termes, même si ça devient même pas une matière, mais en histoire, honnêtement, on n'en parle pas. Ou même, oui, c'est pas la même chose. Je m'embrouille un petit peu l'esprit, mais... Non, mais c'est pas grave. Mais oui, même parler des syndicats. Honnêtement, les seules fois où on entend les syndicats, le mot syndicat, c'est dans les cours d'histoire avec les partis de gauche, l'alliance, enfin les débuts des syndicalistes et tout ça. Mais honnêtement, après ça, il y a rien. Il y a pas. Et c'est à ce moment-là où par exemple le MC, qui pourrait être bien. Moi, mes cours de MC, ça se résume à faire des diapos sur la démocratie qui sont totalement inutiles. Vraiment faire pas des cours, ou même genre vraiment juste, même, c'est pour ça où j'en viens à haut, les professeurs qui ont un parti sont plus à même, qui sont politiques, sont plus à même à nous expliquer, par exemple, un parti, même avoir des profs qui, par exemple, sont dédiés à ça, par exemple, je sais pas, les profs d'SJSP. Profs d'SJSP, la plupart du temps, on sait très bien qu'ils sont de gauche. La majorité, certains. Hélas, non. C'est pas tout, je sais pas. Il y a des profs de maths qui sont de gauche. Oui, écoute, hein. Moi, j'en connais, tous les profs d'SJSP que je connais, pour l'instant, ils sont de gauche, ou d'extrême gauche, alors. Je dis peut-être des conneries, c'est pour ça, je vous vois rigoler, mais c'est pour ça. Mais, je peux m'excuser, hein, c'est mes opinions, alors... Donc, quelle est la question ? Oui, je vais à la question, pardon, je vais trop loin. La question, c'est pourquoi il n'y a pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez des syndicalistes, des syndicats ? Pourquoi on ne les développe pas assez ? Pourquoi ça reste un tabou ? Qui sont notamment visés par les profs, parce que vu qu'on a l'interdiction des profs, les élèves n'en ont pas, donc ils ne peuvent pas trop se connaître. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on développe plus, et est-ce que c'est quelque chose dont vous vous battez, par exemple, pour que la question syndicale et tout ça soit un sujet dans les établissements et pour que ce ne soit plus caché ? Je vais simplement te répondre en tant que fonctionnaire et non pas en tant que syndicaliste. Ouais, Pourquoi je réponds en tant que fonctionnaire ? Parce que en fait, c'est quoi un fonctionnaire ? Il a une mission.
qui fait qu'il est fonctionnaire, il a des objectifs et des règles à respecter. Le fonctionnaire a le droit d'avoir un avis politique, mais dans l'exercice de ses fonctions, il se doit à la neutralité. C'est pourquoi? Parce que, imagine que, alors volontairement je vais être provocateur, je vais être du RN, et donc je vais expliquer à tous mes élèves que je suis du RN, et que c'est justifié, et qu'il n'y a pas de raison. Non. Ce qu'on a le droit, et là on revient à la question, la première question, c'est l'émancipation. L'émancipation, c'est quoi? C'est développer le débat. Nécessairement, poser des questions, interroger. Voilà, moi concrètement, quand un élève me dit il y a trop d'arabes chez moi, ou quand il me dit, par exemple, quand Trump a été élu, un élève est arrivé et m'a dit bah c'est pas mal ce qu'il a fait, hein. Voilà. La question, je vais pas dire c'est pas bien, c'est pas ça la question. On est là pour former. Donc on pose des questions. On pose des questions sur est-ce que tu penses que décider que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça n'a pas de sens? Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose? Est-ce que tu crois que parce que tu es de la mauvaise couleur de peau, tu as moins de droits que les autres? Est-ce que tu crois que parce qu'on va trier les élèves ou on va estimer que tu es étranger? Mais c'est quoi un étranger au fait? C'est un étranger qui vient d'arriver, de première génération, de deuxième génération, de 50e génération, de 60e génération? En fait, c'est interroger les élèves. Interroger les élèves pour que, à un moment, ils se posent des questions sur ce qu'on fait société. Par contre aussi, rien ne m'empêche de rappeler aussi, c'est quoi les droits de l'homme? C'est notre constitution, hein. Et donc, on revient là c'est de l'histoire, même je suis prof de maths, mais il y a la constitution. Et donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Les élèves, ils ont le droit d'avoir un avis, ils ont le droit de le dire. Par exemple, vous savez que vous avez le droit dans les lycées de faire des AG de lycéens, sauf que dans 99% des cas, ils s'arrangent pour que vous n'en ayez pas. Eh ben, on prend le droit, c'est la loi, point. C'est défendre ses droits. Et là, il faut faire appel à un syndicat d'élèves. Il y en a plusieurs, justement de lycéens, par exemple, pour faire valoir ses droits. Je vais passer la parole un peu à Thaïs qui voulait peut-être répondre sur la question de la communauté posée par Jérémy. Oui. Alors du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Oui, c'est super important d'avoir une communauté. Bah, moi, je parle au nom du groupe LGBTQIA+. On est tous dispersés. Alors les chiffres disent 10% de personnes qui sont LGBTQIA+, donc dispersés dans 90% d'hétéronormalité. C'est super important pour nous d'avoir des communautés pour se retrouver et pour pouvoir communiquer sur nos problématiques, communiquer sur nos questionnements, etc. C'est pour ça qu'on organise des événements en non-mixité choisie. C'est aussi hyper important d'en parler et de marcher dans la rue. C'est pour ça qu'on prend la place dans la rue. C'est pour être visible des autres. Et on invite tout le monde, que ce soit des personnes de la commune ou non, à participer à nos marches afin de faire valoir nos droits et les droits de tout le monde, quoi. Et je sais pas. Je fais les manifs, à Boulogne, il n'y en a eu qu'une l'année dernière, la première fois, la marche des fiertés. Et j'ai eu une élève qui est venue me voir après la manif, mais je l'avais en classe, je ne savais pas qu'elle est... Et elle a dit, si vous n'aviez pas fait la manif, je vous en aurais jamais parlé. Ouais, il y a aussi quelque chose qui permet, là, pour reprendre l'exemple de la FPS, c'est que la communauté de la FPS crée quand même a une capacité à passer des films et documentaires, je ne veux pas dire tous les mois, mais presque. Je ne sais pas à combien de films vous êtes arrivés en termes de diffusion, mais en fait, vous arrivez à créer, en fait, au-delà de la défense du peuple palestinien, mais à créer localement une proposition culturelle qui soit liée à la question justement palestinienne, mais aussi anticoloniale, etc. En fait, pour reprendre ce qu'on disait sur l'espace qui est à conserver, l'espace conquis, etc., c'est vraiment quelque chose que par la mobilisation on arrive à faire. C'est de
balancer un peu, de rééquilibrer une forme de rapport de force, parce qu'en fait, si nous, en tant que communauté, nous, par exemple, quelle est la sociale, tout à l'heure, il y a un journaliste qui posait la question de dire, c'est bien d'organiser ça, un événement comme ça. J'ai fait, en fait, c'est trop bizarre que ce soit nous qui n'avons pas de thunes de le faire. C'est trop bizarre que ce soit pas les unions locales qui s'organisent pour le faire. C'est trop bizarre. Enfin, après, là, je vais commencer à m'énerver, mais en fait, mais non, mais en fait, c'est trop bizarre et c'est trop dommage que des gens qui en gros mettent en scène les raisons de la division de la gauche viennent pas à un forum social. Il y a aucun élu de gauche qui est venu aujourd'hui. On sait pas pourquoi. Mais en fait, voilà, sur le sujet, ce qui se passe, c'est... Ah non, il y a quand même... ouais. Bon, il y a Louise, en tant que cheville ouvrière, qui a fait des affiches. Bon, merci Louise d'être venue. Mais non, mais en fait, voilà, en gros, on a pas quand on fait des manifestations, quand on fait des actions, au-delà de l'efficacité idéologique, etc., c'est qu'en fait, on reprend un peu la main face à l'homogénéité culturelle. Un événement comme ça, on le fait parce qu'en fait, il n'existe pas et que personne le ferait exister. En fait, on a ce pouvoir-là, c'est de faire exister ce qu'on veut voir advenir. Là, nous, c'est un peu une utopie de mettre des tables comme ça. C'est un peu une utopie. C'est un peu ce qu'on veut voir tous les jours, en fait, en termes de dialogue. Tu veux peut-être... Non, ouais, et puis pour compléter sur ce que tu disais, mon camarade, c'est en fait la base de la base pour pas se sentir comme un aristocrate ouvrier, c'est vraiment l'autocritique en fait. Et c'est ce qui nous différencie de la droite en fait. C'est ce qui nous différencie de la droite, c'est que nous, on sait accepter nos biais, on sait accepter qu'on a des faiblesses, on sait accepter que parfois on va se casser la gueule, etc. Mais en fait, on sait se remettre en question et on sait évoluer. Donc c'est comme ça qu'on, en fait, on est juste humain, quoi. Genre oui, des fois on va dire de la grosse merde, mais on va apprendre à être être un humain de merde. Et ceux qui sont restés au stade de l'humain de merde, c'est les mecs de droite. Et je raccourcis un peu. Et merde, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire, mais c'est tant pis, ça doit être pas intéressant. Jean-Jacques. Alors, elle est partie. Je voulais répondre à ce sentiment d'impuissance et très négatif qui a été émis tout à l'heure. C'est bien, hein, on existe, on fait nos petites réunions, nos petites conférences, chacun dans son coin. Quand est-ce qu'on va pouvoir se mobiliser tous ensemble, concrétiser quelque chose, etc. Bon, moi j'ai quelques années de militantisme, à un certain âge. Je me réjouis de vivre ce que nous vivons actuellement. Alors pas la situation politique, hein, évidemment, mais de ce que nous arrivons à mettre ici en place à Calais. Je n'ai jamais vu autant d'associations se créer, se mobiliser, ce mouvement alternatif qui existe, ces lieux de rencontre, ces lieux de discussion, cet espace que nous procure Calais la sociale pour pouvoir nous retrouver, qui nous permet aussi de nous exprimer grâce à vos reportages au quotidien, parce que vous êtes les seuls. La presse est complètement... elle ne parle jamais de nous, que ce soit la presse locale, la presse nationale, etc. Tu as voulu critiquer les élus, on ne va pas les critiquer, les élus, ils sont complètement absents. Ils ne nous connaissent pas, comme ils ne connaissent pas d'ailleurs le problème palestinien. Hein. Mais moi, je suis... bon, j'ai peut-être un caractère optimiste, hein, un peu béat, mais je suis confiant. Ce qui se passe ici à Calais est très mobilisateur. Des échanges permanents existent entre nos différentes associations. Alors évidemment, ça se sait peut-être pas, ça se voit pas beaucoup, mais on fait d'énormes connaissances, des belles connaissances, les uns avec les autres. On se découvre constamment. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs dans la vie, pour un militant, c'est de pouvoir s'ouvrir aux autres, d'accueillir et d'accompagner. Et c'est ce qui se passe à Calais depuis quelque temps. Et je vous en remercie tous de votre présence et de cette occasion de le faire. Merci Calais la sociale. Il y avait une dernière question. Oui, bonjour. J'aimerais aborder un thème qu'on n'a pas abordé, c'est l'éducation populaire, parce qu'en fait, les luttes, elles apportent quand même une chose importante pour les militants, mais même pour les gens de passage qui viennent dans nos luttes, c'est quand même à rendre. Ce qu'à le dire, moi, la Palestine,
j'ai surtout appris la Palestine en allant à des manifestations de soutien à la Palestine. L'éducation nationale, j'ai surtout appris en discutant avec des profs, dans des manifs avec des profs. L'histoire de la communauté LGBT, je l'ai appris en allant dans des kraïs. Et l'histoire du syndicalisme étudiant, bon, par exemple, Lucas a été en discutant avec des manifs avec des UNEFiens. Bon, c'est pas grave, il a même pas entendu. Oui. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est, ok, merci. C'est comment vous faites en sorte de transmettre au plus grand nombre cette éducation populaire de vos luttes. Comment on le fait, surtout quand en face on a des gens qui sont pas d'accord avec nous, qui ont des fois leur a priori, voire carrément sont apolitiques, ils en ont rien à foutre de ce qu'on leur dit. Alors moi ma question c'est plutôt en rapport avec surtout en ce qui concerne les marches de fierté, mais aussi on le voit davantage dans les problèmes écologiques, notamment le pinkwashing et le greenwashing. Donc dans les marches de liberté ou dans toute autre marche, et ça peut être le cas parfois avec les manifestations pro-palestiniennes, on voit des discours qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qui s'implantent davantage dans nos manifestations. Alors pour moi, il y a un témoignage que je veux partager avec vous, c'est que récemment j'étais dans une conférence des UIT de France. La première chose qu'on disait, c'est que la conférence, elle est plutôt écolo, elle est inclusive, etc. Mais le lendemain, on voyait tous les gobelets partout, on voyait le programme qui existait sur le site imprimé papier. Alors, comment peut-on faire pour que ça soit vraiment réel, le discours qu'on dit, donc le discours écologique, le discours pour la Palestine et le discours pour la communauté LGBTQIA et alliés. Pour la formation, il y a quand même un truc qu'il faut comprendre. Il y a ce qu'on appelle le droit syndical. Quand on est un salarié, on a ce qu'on appelle du droit syndical. Dans la fonction publique, on a le droit à 12 jours de formation syndicale par an. Qui les utilise? Pratiquement personne. Et donc, la question de la formation, en fait, c'est ça. C'est-à-dire aller chercher l'information, l'éducation populaire, comme tu le dis, elle doit se mettre aussi sur le lieu de travail. Le lieu de travail, c'est le lieu où on commence et après on va au-delà. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres lieux. Il faut rappeler que l'éducation populaire, c'était 1936, 1930, c'était les bourses du travail, où justement on formait les salariés pour être en capacité de répondre aux patrons et de les mettre au même niveau, au même pied d'égalité. Et c'est ça l'objectif. Moi, je peux répondre aux deux questions. La première, c'est comment on lutte, qu'on continue à lutter face à des personnes. Comment on arrive à éduquer? Ça va être en faisant les chieurs et les chieuses. Moi, je sais que je suis considérée comme la chieuse de la famille parce que j'éduque, parce que je prends la parole, parce que je dis les choses. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous les chieurs et les chieuses d'autres personnes et qu'on éduque nos connaissances qui seront pas au fait de ce sujet-là, quoi. La deuxième question, c'était pour la question de greenwashing et de pinkwashing, etc. Je pense que nous, on essaie sur le collectif de la Marche des Fiertés de Calais, en tout cas, on est un collectif qui est autogéré, autofinancé, donc on ne dépend pas d'autres personnes, on ne dépend pas de syndicats, même si on aime beaucoup les syndicats. Il n'y a aucun souci avec ça. On ne dépend pas de subventions publiques, on ne dépend pas de tout ça. Ce qui nous permet d'avoir un discours qui nous est propre, une liberté d'expression qui est plus grande, et de pouvoir choisir nos partenaires et les personnes avec qui on travaille qui vont aller avec nos valeurs. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait chez nous. Je sais que c'est pas le cas pour toutes les prides. Je ne cite pas la Pride de Boulogne. C'est pas la vôtre, non, c'est pas vous, c'est pas contre vous. C'est pas vous, c'est pas vous. On ne dira pas qui. Mais il faut y être quand même. Il faut y être quand même. Voilà, je sais pas si ça répond à la question.
Mais oui, pour finir, en fait, l'éducation populaire et aussi se protéger du greenwashing, du pinkwashing, tout ça, c'est vraiment lutter contre la dépolitisation des masses, en fait. Le capitalisme, il nous dépolitise à fond pour empêcher qu'on ait un discours marxiste pour le détruire, pour empêcher qu'on se lève pour le détruire. Et donc, en fait, notre responsabilité en tant que syndicat, asso, parti, etc., c'est vraiment lutter contre la dépolitisation des masses et donc faire de l'éducation populaire et surtout, pas lâcher la lutte, quoi. De petite victoire en petite victoire, on y arrivera. Et je me permets juste de compléter aussi parce qu'on parle d'éducation populaire, mais il y a aussi un collectif qui s'est créé à Calais, qui s'appelle le collectif Transformons la ville, et qui prend part justement à utiliser des outils de l'éducation populaire pour se former à des questions qu'on ne connaît pas et pour faire convergence aussi parmi toutes ces luttes. Parce que c'est ce qu'on disait au tout début, c'est ce qu'on a redit souvent ici, mais que en fait c'est une lutte des classes. Et c'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question, de comment nous, en tant qu'opprimés, parce que je nous mets tous dedans, même si parmi nous, il y a des CSP+, où il y a des personnes plus riches, moins riches, etc. En fait, on fait quand même partie d'une masse salariale, d'une masse de travailleurs ou de chômeurs ou de sans-papiers, etc., qui subissent pas mal d'oppression et que du coup, on s'est posé aussi la question à Calais que la lutte, elle était peut-être aussi locale. Peut-être qu'on peut pas se battre face à un mastodonte étatique, national, international, mais que localement, à Calais, on peut faire exister des questions internationales à travers la Palestine, mais via la localité aussi, parce que on accueille des personnes du monde entier qui viennent du Soudan, d'Érythrée, etc. Mais aussi parce que on accueille et parce que on n'accueille pas des personnes qui vivent une mort sociale, une mort du travail. Et moi, au sein de ce collectif Transformons la ville, j'ai appris beaucoup de choses sur la question des travailleurs, sur la question de la culture. Et c'est ce que Calela Social, elle permet aussi. Et que du coup, je vous invite à rejoindre le collectif Transformons la ville. Parce que si vous avez envie, en tout cas, de participer à la lutte locale à Calais, voilà, de converger ensemble au travers de ce collectif qui peut peut-être permettre ça avec des outils de l'éducation populaire. Quand on connaît pas forcément le marxisme, le trotskisme, ça, c'est des choses aussi que tout le monde... Non, mais je dis ça, mais dans le sens où ça aussi, c'est pas facile à entendre, à comprendre. Et que parfois, en fait, on épuise aussi les gens avec nos discours, nos livres, nos grandes théories, nos idéologies, notre philosophie. Et qu'en fait, ce qui est simple à comprendre, c'est qu'il y a des pauvres et il y a des riches, et que les riches, ils maltraitent les pauvres. Voilà. Du coup, venez réfléchir avec nous sur ça dans Transformons la ville, si vous voulez laisser votre contact. On a besoin de nous. Bon. Et ouais. Alors. Bon, déjà, nous, pour conclure, donc effectivement, convergence des luttes, si vous voulez, on peut converger vers une fiche contact qui est au niveau de notre stand. Si vous voulez laisser votre mail, etc., que vous soyez calaisien ou même boulonnais, c'est pas grave, on peut prendre votre contact. Bon, voilà, surtout si vous avez été à la fac ici. En tout cas, voilà, on tient surtout à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance pour cette journée, les 25 partenaires collectifs, ONG, d'avoir fait le déplacement pour venir, d'avoir organisé, fait des travaux exprès pour ce moment-là. Je sais plus, je devais dire beaucoup de choses d'autres, mais je sais plus. Il y a Jade qui va dire un dernier truc par rapport à la tombola, je pense. Je reprends juste le micro déjà pour vous dire merci, parce que grâce à vous et grâce à l'ULCO de Boulogne, on a atteint notre objectif de 750 €. Du coup, cet événement nous revient à aucun frais grâce à l'ULCO et grâce à vos dons. Donc merci. Merci à tous. Bonne soirée.